Bienvenue sur Jambon Coquillette, un podcast Bubble Mag. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Julie Renaud-Millet, thérapeute et maman de 2 enfants, Gaspard 8 ans et Louise 6 ans. Dans le dernier numéro du magazine Bubble, consacré au sommeil, nous l'avons interrogée à propos de son livre « Mon enfant ne veut pas dormir, peur, pleurs, cauchemars, écran, l'aider à trouver le sommeil ». Cette fois-ci, c'est en tant que maman que Julie témoigne. Dans cet entretien, elle nous fait part de ce qu'elle a vécu face aux troubles du sommeil de ses enfants et comment elle a réussi, au bout de plusieurs années, à trouver des solutions. Bonjour Julie. Bonjour Anne-Laure. Alors parmi tes propositions d'accompagnement à la parentalité en tant que thérapeute, tu organises des formations à la discipline positive pour les parents. Est-ce que lors de ces ateliers, les troubles du sommeil font partie des sujets abordés par les parents ? Alors à chaque âge, c'est plaisir autour des troubles du sommeil. Au démarrage évidemment, les parents sont préoccupés par les nuits. Quand est-ce que mon enfant va faire ses nuits? Faire ses nuits, on a cette espèce d'obsession. On aimerait que nos enfants alignent 5, 6, 7 heures de sommeil d'affilée et en fait ça va prendre du temps. Donc ça c'est la première préoccupation des parents, c'est, quand est-ce qu'il va dormir, longtemps? Ensuite, c'est l'apparition, évidemment des réveils nocturnes, des cauchemars, aux alentours de 2 ans et puis il y a aussi le coucher évidemment qui est, un sujet, de préoccupation et puis qui peut vraiment, rendre difficile nos soirées puisque c'est un enfant, qui veut pas se coucher, qui va se relever plusieurs fois, dès lors qu'il sera plus dans un lit à barreaux, qu'on va avoir du mal à recoucher, qu'il va avoir du mal à s'endormir. Parfois on cumule les 2, un enfant a du mal à se coucher et un enfant se réveille la nuit et cherry on the cake, c'est l'enfant qui se réveille très tôt le matin vers 5 heures, 6 heures et là évidemment les parents, sont fatigués, pas forcément aptes à faire de la pâte à modeler, dès 5 heures du matin et pourtant c'est parfois juste le rythme de l'enfant donc même si ça pique un peu et que c'est difficile pour le parent, eh bien, on peut pas faire grand-chose pour les décaler et leur faire des grasses matinées, si tôt. Alors je sais que dans ton livre, tu proposes du coup plusieurs solutions pour essayer d'aider son enfant à dormir. Heu, En revanche, tu cites de nombreux exemples, dans ton livre de parents en prise aux troubles du sommeil de leurs enfants, mais tu ne parles jamais de toi. Je sais que tu as donc 2 enfants. Tu n'as jamais eu de soucis toi avec tes enfants? Oh non, moi mes enfants dorment très bien depuis leur naissance. Non, en fait, oui, effectivement, mes enfants, m'ont compliqué la tâche ou me l'ont rendu facile pour écrire le livre parce qu'en fait, je suis un peu toutes ces mamans, tous ces papas que j'interviewe dans mon livre. Je me retrouve un peu partout. C'est pour ça que ça a résonné très fort en moi quand on m'a proposé d'écrire sur ce sujet-là parce que j'ai mis beaucoup de temps à coucher mes enfants, à dormir la nuit, à ne pas être réveillée donc je suis, au cœur du sujet et je ne l'ai quitté que très, très récemment. Parce que, donc il y a d'abord eu Gaspard 8 ans. Tu peux nous expliquer un peu ce qui se passait avec Gaspard? Alors avec Gaspard, j'ai découvert que, les siestes pouvaient ne durer que 20 minutes, y compris quand, l'enfant sortait de la maternité et parfois même les nuits, les cycles étaient vraiment très courts, pour lui. Donc j'avais l'impression qu'il dormait jamais, que j'avais jamais le temps de rien faire, à peine le temps de prendre une douche. Donc c'était très, très fatigant dès le départ. Puis, il a réussi à peu près à trouver son rythme, à faire ses nuits et puis, est arrivée sa Sans petite sœur. que sans que tu fasses quelque chose de précis ou? Alors si, j'ai fait des tas de choses, j'ai consulté, j'ai vu une pédopsie, j'ai vu, un ostéo, 2 ostéos, enfin de l'homéo, enfin oui, j'ai tout essayé à peu près. Il y a pas grand-chose qui ait vraiment fonctionné à part, le temps, la patience et puis comprendre aussi, maintenant qu'il a 8 ans en tout cas, je le sais, très profondément, c'est qu'il a un rythme assez particulier. C'est un enfant qui s'endort tard, il a 8 ans, il s'endort jamais avant 21h30 voire 22h, et même si je le couche à 20h et ça j'ai appris à l'accepter et puis, voilà, c'est un enfant qui a moins besoin de sommeil peut-être que les autres, mais comme je l'explique dans mon livre, il y a pas mal de génétique là-dedans et moi, je suis une très bonne dormeuse, mais je fais que 50 du boulot sur la génétique et son papa en revanche, il a besoin de très peu de sommeil donc voilà, il a hérité des nuits courtes de son papa. Tu parlais de l'arrivée de Louise, 6 ans, Oui. aujourd'hui.
Louise, aujourd'hui 6 ans, elle a eu aussi, un démarrage, c'était pas une marmotte. Sur les 2, j'ai 0 marmotte. Donc c'était aussi assez fatigant, le coucher un peu difficile, même si elle faisait peut-être des siestes un peu plus longues, c'était moins un sujet. Et en revanche, quand Louise a commencé à faire ses nuits, Gaspard s'est remis à se réveiller à nouveau la nuit. Elle vient me voir toutes les nuits, nous réveiller 1 fois, 2 fois, donc c'est là, en fait, que j'ai commencé à consulter. Donc quand c'était pas l'un, c'était l'autre et ça a duré de longues années. C'est-à-dire que j'ai toujours eu au moins un réveil la nuit et c'est comme si, ils s'étaient, vraiment connectés la nuit. C'est que voilà, «C'est toi qui te lèves? Non, c'est toi, vas-y, je me suis levée hier soir». Et donc voilà, j'en voyais toujours un débarquer. Il y avait toujours une excellente raison, un moustique, un cauchemar, mon pied me gratte, j'ai mal à la jambe et cetera. Donc c'est pas des enfants qui ont une nuit complètement, sereine et le coucher aussi a été très long et fastidieux pour chacun des enfants. Mais du coup, parmi les solutions que tu proposes dans ton livre, quelles sont celles que tu as appliquées et qui ont fonctionné pour toi? Ce qui a fonctionné, c'est le jour où j'étais prête à mettre un vrai cadre, le jour où j'étais prête à laisser mes enfants un peu pleurer, mais pas pleurer des heures, et se mettre dans tous leurs états, mais juste râler un petit peu parce que j'ai compris petit à petit que vraiment le sommeil, c'était un apprentissage et qu'il fallait que les enfants apprennent à s'endormir seuls et qu'ils n'étaient pas aptes à le faire, si tôt. Enfin, en tout cas, les 1ers mois de vie, c'était difficile pour eux. Il y en a qui arrivent, hein, mais pas tous. Donc c'était un apprentissage et que notre rôle de parents, c'était de les guider dans cet apprentissage, mais aussi de leur mettre un cadre et des limites assez vite, en leur disant: «Voilà, là, c'est plus le temps des enfants, c'est le temps des parents. C'est le temps pour toi d'être dans ta chambre. Ton La place où tu dors, c'est ton lit, c'est pas le mien, c'est pas dans le salon» et cetera. Et donc petit à petit, j'ai réussi à mettre un cadre tout en rassurant l'enfant parce que j'ai 2 enfants quand même assez sensibles et donc je comprenais aussi qu'il y avait une espèce d'angoisse de se retrouver seul, Mmh. avec maman ou papa un peu loin. Donc j'ai passé un peu de temps dans le couloir, surtout avec Louise, au moment de l'endormissement. Donc avec Gaspard, je lui ai tenu la main pour qu'il s'endorme pendant 1 an parce que je ne savais rien de ce qu'il fallait faire. Je n'étais pas encore formée à tout ce que j'ai découvert par la suite. Donc j'ai beaucoup trop accepté, et me suis beaucoup trop investie dans son accompagnement, du sommeil. Avec Louise, j'avais un peu mieux compris, donc au lieu d'avoir le bras dans le lit, j'étais assise dans le couloir et surtout ce qui m'a aidée, c'était de ne pas me focaliser sur: «Il faut qu'elle dorme, il faut qu'elle dorme, il faut qu'elle dorme, et c'est horrible, je suis en train de perdre ma soirée», voilà, j'étais assise dans le couloir, soit avec un bon bouquin, soit avec, des petits films à regarder et comme ça je savais que j'avais 20 minutes, à patienter tranquillement le temps qu'elle trouve le sommeil, qu'elle soit rassurée de me voir pas trop loin, mais pas non plus, assise à côté d'elle à lui tenir la main. Parce que de ce que j'ai compris, dans ton livre, la clé un peu, c'est que les enfants soient capables de s'endormir seuls. C'est-à-dire qu'ils apprennent à s'endormir seuls pour que quand ils se réveillent la nuit, ils puissent se rendormir sans que le parent n'intervienne. Exactement. En fait, on a ce même cycle enfant-adulte où on a des micro-réveils à la fin de chacun des cycles, de sommeil, pendant la nuit. À la fin de ces cycles, on se réveille, donc soit on a appris à s'endormir seul et donc on arrive à se rendormir, soit si on s'est endormi le soir, au sein, au biberon, ou avec un papa qui chantait à côté, et bien, bah, à 2 heures du matin, à la fin de mon cycle, je vais attendre que papa revienne chanter ou que maman revienne m'allaiter. Donc effectivement, c'est vraiment indispensable. Alors, je dis pas les 1res semaines de vie, puisque là, bon, effectivement, l'enfant a besoin de contact, mais petit à petit, c'est ça qu'on va lui apprendre, c'est s'endormir seul. Donc tu parles, pour endormir les enfants, qu'il faut bien trouver l'équilibre entre la bienveillance, c'est-à-dire les accompagner, mais aussi le cadre et dire à un moment: «Ça suffit, stop». Cet équilibre d'ailleurs, dans l'éducation en général est pas toujours simple à trouver. Comment tu gères toi, la bienveillance et le cadre, simultanément? Pour moi, c'est ça le plus difficile à trouver. C'est le bon équilibre entre bienveillance et ce que nous on appelle fermeté et c'est vraiment une danse. Jane Nelsen qui a créé la discipline positive, elle dit que le mot le plus important entre fermeté et bienveillance, c'est le «et». L'un ne va pas sans l'autre, c'est comme la respiration, on inspire, on expire et l'enfant, il a besoin à la fois du cadre et du respect du monde de l'adulte et du respect des limites et de bienveillance, c'est-à-dire le respect du monde de l'enfant. C'est-à-dire je regarde mon enfant là où il est, à l'âge qu'il est, avec la maturité qu'il a et l'expérience qu'il a, qu'il n'a pas.
Donc c'est très, très difficile de trouver cet équilibre parce que, notre société actuelle, elle a bien compris, et de plus en plus, que c'est que la bienveillance. On a compris, l'enfant a un vrai rôle, il est plus, considéré il est plus annexe, voilà, on a envie de créer du lien avec l'enfant, on a envie, qu'il fasse partie intégrante de la famille, qu'on passe du temps avec lui et donc on a compris que la bienveillance avait un vrai rôle et les parents ont tendance à plonger dans la bienveillance et puis après à se faire rattraper évidemment par eux parce qu'ils ont aussi envie d'avoir un peu de moments tranquilles, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont eu des journées difficiles et donc on voit des parents qui sont bienveillants, bienveillants, bienveillants jusqu'à ce que bam! Le couperet tombe et qu'ils deviennent fermes, mais fermes par agacement, par nervosité, Mmh. par fatigue, par épuisement. Et donc ça fonctionne pas parce que du coup, on pète les plombs, et notre réaction va être disproportionnée par rapport à ce que l'enfant lui, demande, attend, et est capable, d'entendre et de comprendre. Donc les le la solution, elle est, vraiment dans ce balancement entre je suis ferme, mais j'attends pas d'être ferme. Je suis ferme au quotidien, je suis ferme en mettant un cadre, en anticipant, en expliquant à l'enfant il va avoir 5 minutes ou 10 minutes pour jouer, après ça sera terminé. En lui mettant comme ça des échéances, des routines, qui va l'aider à respecter le cadre et le temps, de l'adulte aussi. Ce que je me dis aussi, c'est mettre du cadre avec une voix bienveillante. C'est-à-dire que la forme, la façon dont on dit les choses, à l'enfant peut être tout à fait bienveillante, même si, il s'agit de cadre et d'interdits ou de restrictions. Oui, oui, on peut le dire, sans agressivité, et en même temps, le ton, il est aussi important. C'est-à-dire que pour mettre un cadre, on met un cadre. Si on est un peu trop lénifiant, il va comprendre que le cadre est un peu, fragile, hein. Donc le cadre, c'est le cadre, c'est: «Non, tu ne sors pas de ton lit, tu as le droit de jouer dans ta chambre, mais tu restes dans ton lit». Tu n'as pas le droit de sortir de ta chambre, par exemple. Donc, on n'a pas besoin d'agressivité, de lui aboyer dessus, de colère et de cris, mais en revanche, on a le droit aussi d'avoir on a le droit, on a tous les droits, mais, ce qui est plus efficace, c'est d'employer un ton, où on croit en ce qu'on dit pour que l'enfant y croit aussi, évidemment. Par mimétisme, voilà, si on annonce que le cadre est bien ferme, il va avoir plus de chances d'être respecté. Et c'est vrai ce que tu dis là, on l'entend souvent, on le lit beaucoup, c'est d'être convaincu soi-même de ce qu'on dit en fait, voilà, d'avoir bien réfléchi à ce qu'on veut poser comme cadre, l'avoir bien, décrit et cetera et ensuite le dire, en étant convaincu. Hem, Est-ce qu'il y a des situations avec tes enfants où tu te sens plus démuni que d'autres situations? Je rebondis juste sur ce que tu viens de dire, c'est que non seulement on en est convaincu, mais on décide de ce que l'on va faire, et on va jusqu'au bout. Parce que bien souvent, avec les enfants, on lance comme ça un peu des règles, des échéances, et cetera et si on les tient pas, le message qu'on envoie à nos enfants, c'est: «Je ne tiens pas mon engagement», donc il n'y a aucune raison qu'il le tienne lui. Et l'idée, c'est vraiment, voilà, de se dire: «Je décide ce que je vais faire et je fais ce que j'ai décidé». D'où l'intérêt de décider des choses qui sont possibles. Et parce qu'il arrive aussi qu'on menace avec des punitions que l'on sait déjà d'avance, irréalisables. Et ça va être contre-productif. Mmh, tout à fait. Donc oui, je te posais cette question, est-ce qu'il y a des situations, du quotidien où tu te sens un peu démuni avec les enfants? Alors là où je vais me sentir démunie, ça va en général venir de l'extérieur. C'est-à-dire que, je baigne tellement dans la discipline positive, dans l'accompagnement de l'enfant, avec bienveillance et fermeté, dans les neurosciences et cetera que, aujourd'hui, ça m'est très difficile de constater que, bah, tout le monde n'est pas dans ce train-là. Donc là où je vais être démunie, c'est quand mon enfant va me parler de punitions à l'école et cetera, de punitions où, par exemple, on copie des lignes, parce que là, je vais me dire: «Ah, c'est dommage parce que qu'est-ce que l'enfant apprend de ça? Est-ce que vraiment il y a un apprentissage qu'on a transmis à l'enfant? Est-ce qu'en copiant des lignes, il va apprendre quelque chose? Il va grandir de ça? Est-ce qu'on pourrait pas proposer à l'enfant quelque chose où il va développer une compétence, bah, celle qui lui manque, c'est-à-dire s'il a oublié un cahier, bah, on mène une réflexion sur l'oubli, où on lui demande d'être responsable toute la semaine de quelque chose dans la classe. Donc voilà ce qui va un petit peu
là où je vais me sentir démunie, c'est de me dire: «Bon, comment je reconnecte avec ce que moi je prêche toute la journée et ce qu'il peut recevoir?» parce que, bah, tout le monde n'est pas sur ce chemin-là, que ce soit, à l'extérieur, la famille, les amis ou l'école. Dans tes relations avec tes enfants, est-ce qu'il y a des situations, est-ce qu'ils se disputent? Est-ce qu'il y a des refus? Est-ce qu'il y a des blocages qui font qu'aujourd'hui, parfois tu sais pas toujours comment te comporter avec eux? Mais plein, il y a plein de blocages, de refus, d'opposition. Chez moi, évidemment que je crie encore, que je sors de mes gonds, je Ça suis t'arrive loin, encore? loin de oui, bien sûr, je suis loin d'être une mère parfaite, mes enfants ne sont pas du tout parfaits, mais là où ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est que je gagne du temps. C'est-à-dire qu'une fois que je suis sortie de mes gonds, je sais comment rebondir, je sais, voilà, je sais, réparer mon erreur qui est, je le répète, une formidable opportunité d'apprentissage, et donc oui, ils se disputent et oui, il y a des choses qui me découragent un peu quand je vois que voilà, je sème et que, bah, ça pousse pas comme je voudrais. Et donc ça, c'est avoir le courage d'être imparfait et pouvoir, s'adapter, se dire que parfois, oui, il faut un peu de temps, il faut de la maturité et puis il faut accepter aussi qu'on ait des hauts, des bas, des moments où on est fatigué, et eux comme moi. Et tu dis: «Je sais comment réparer mes erreurs», tu veux dire quoi? Bah, en fait, quand je sors de mes gonds, je sais ce qu'il faut faire pour retrouver une solution constructive, efficace, à un problème. Quand je m'énerve, contre un de mes enfants, voilà, je sais, assez vite, je sais trouver quel outil, je vais pouvoir utiliser pour, revenir dans la conversation, dans la relation, dans la communication et surtout, si je me suis énervée, c'est qu'il a fait quelque chose qui me va pas et donc je vais utiliser le bon outil à bon escient pour qu'il fasse, bah, ce que je voudrais qu'il fasse quoi, ou en tout cas qu'il comprenne que ce qu'il a fait, n'est pas acceptable. Par exemple, quand ils se disputent, régulièrement, et que tu sors de tes gonds, qu'est-ce que tu as comme outil justement? Pour avoir un exemple concret. Par exemple, je sors de mes gonds, je m'énerve parce qu'ils se disputent, ça peut m'arriver d'avoir envie de demander à l'aîné, de s'arrêter, d'arrêter d'embêter sa petite sœur parce que c'est l'aîné. Or, je sais très bien que le rôle d'aîné, il est justement celui qui doit être responsable, qui doit montrer l'exemple et cetera et c'est lourd pour un aîné d'être toujours celui qui doit faire et c'est un peu facile pour le deuxième parce que lui, il est toujours bien tranquille, c'est jamais lui qu'on va engueuler donc si voilà, si par exemple un jour ils se disputent et que je m'énerve contre l'aîné, j'essaye de redevenir juste, et donc neutre et de, leur dire: «Écoutez, si vous n'arrivez pas à jouer ensemble, séparez-vous, jouez chacun dans votre chambre ou trouvez une solution pour jouer ensemble, mais moi j'ai pas envie d'entendre ces cris». Donc je rentre pas dans la dispute, mais je les mets en recherche de solutions eux-mêmes, en autonomie, sans faire l'arbitre, et pour leur proposer quelque chose, qui leur aille à tous les 2. Alors une question un peu délicate. Quelles sont tes qualités de parent et tes défauts de parent? Les qualités, je pense que ce serait l'écoute. Je pense être à l'écoute de mes enfants et qui peut parfois se tourner en défaut à mon avis, parce que je suis peut-être un peu trop à l'écoute. C'est-à-dire que je sens tellement ce qui se passe pour eux, c voilà, pourquoi ils réagissent comme ça et cetera que, parfois je manque sûrement de distance et le défaut, peut-être de pas avoir, pris assez de temps pour moi au démarrage. J'ai l'impression que les de 0 à 3 ans, j'ai vécu le truc un peu comme une bataille, un peu comme un combat, quelque chose de vraiment avec trop de contraintes et pas assez de temps de qualité parce que j'étais pas encore assez outillée à ce moment-là. Je Beaucoup me sentais très d'exigences et seule. de mmh. Pas forcément d'exigence, mais en tout cas, tout me coûtait, quoi. J'avais l'impression, comme je dormais pas beaucoup, j'étais fatiguée, je savais pas comment sortir de là, je me sentais seule, je savais pas où trouver de l'aide, je savais pas comment faire et donc j'ai eu l'impression, enfin, j'ai trouvé dommage de pas pouvoir profiter un peu plus du démarrage, à cause de la fatigue, à cause du manque d'aide, que ce soit, l'aide de l'extérieur ou l'aide, en ayant, les bons réflexes, les bonnes réactions. Si aujourd'hui c'était à refaire, comment tu pourrais faire différemment?
Alors, en fait, le truc, c'est que je sais pourquoi je l'ai fait à ce moment-là. C'est en fonction de qui j'étais à ce moment-là. Donc, voilà, j'ai beaucoup de tolérance pour celle que j'étais quand mes enfants sont nés. Et donc, voilà, je sais pourquoi j'ai fait ça. Si c'était à refaire, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, j'ai un tel autre regard. Mais qu'est-ce que tu conseillerais à des parents qui auraient ces mêmes problématiques, voilà, d'avoir la sensation d'être sous l'eau en permanence avec 2 enfants en bas âge? Heu, Tu leur conseillerais quoi aujourd'hui, toi, avec ton recul? Je leur conseillerais de participer à mes ateliers, à mes ateliers de parents. Je leur conseillerais en fait de se faire aider et de pas avoir, «honte» entre guillemets, de demander de l'aide parce que c'est vrai qu'on se dit: «Bon bah voilà, je fais un enfant, je sors de la maternité, c'est comme s'il y avait un mode d'emploi», mais non en fait, c'est pas parce que nous-mêmes avons été enfants qu'on sait comment élever un enfant, qu'on sait ce qu'il faut faire, pas faire. C'est quand même la chose la plus difficile au monde, éduquer un enfant donc et puis pour autant, on se dit: «Mais comme tout le monde y arrive, enfin voilà, toutes les femmes ont accouché, donc pourquoi pas moi? Moi aussi je devrais y arriver, donc je vais pas demander de l'aide à mes parents, mes beaux-parents ou à mes sœurs». Ça c'est montrer que, bah, je suis défaillante, que je peux pas assurer, donc c'est très difficile à mon avis de demander de l'aide et pourtant, parfois, l'aide peut être nécessaire et surtout, je leur dirais, soyez patientes en fait. Parce qu'il y a des tas de choses, on a envie d'aller vite, on a envie que nos enfants fassent des nuits le plus vite possible, donc on va tout de suite aller consulter en se disant: «Voilà, j'ai besoin d'aide maintenant, tout de suite, il faut que ce soit efficace» et donc j'aurais envie de dire: «Bon, laissez-vous aussi un peu porter, couler avec cet enfant, profitez. Oui, c'est fatigant, oui, c'est dur, mais vous allez voir que tout passe». Il est bientôt l'heure de nous séparer et voici mes 2 dernières questions. Qu'évoque pour toi le jambon coquillette et quel est ton plat fétiche quand tu n'as pas le temps de cuisiner? Alors jambon coquillette pour moi, c'est ma fille, je crois que c'est son repas préféré, et le plat régressif, ça serait, ce qu'on appelait en Belgique, là où je suis née, le repas tartine, c'est-à-dire, un bon petit sandwich, jambon beurre, qu'on peut faire, à n'importe quelle heure, n'importe quel jour de la semaine, et en général qui fait des heureux à la fois côté enfant, comme côté parent. Merci Julie, d'avoir partagé avec nous ces expériences de ta vie de famille et surtout d'avoir trouvé le temps pour cet entretien. Mais merci alors. Pour votre information, vous pouvez retrouver dans la fiche de cet épisode tous les liens vers le livre de Julie Renaud-Millet ainsi que l'adresse de son site internet. Si vous avez aimé ce podcast, accordez-lui 2 petites minutes pour lui attribuer quelques étoiles et rédiger un commentaire avant de le partager avec votre entourage. À bientôt!